Alors bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Donc on va enchaîner toujours par rapport à la problématique de l'évolution du contenu de la GRH. Donc on avait dit qu'il y avait beaucoup de facteurs qui ont contribué bien sûr au changement bien sûr de la nature et des pratiques de la GRH. Alors dans un premier temps, au niveau de ce quatrième axe, nous allons faire une sorte de comparaison entre l'approche gestion du personnel et l'approche GRH. Cette comparaison elle va être basée sur un certain nombre de critères. Par exemple, au niveau de la première colonne, nous avons par exemple la nature des tâches, la connaissance, les connaissances nécessaires, etc., etc. Alors, je commence tout d'abord par la nature des tâches. Dans l'optique traditionnelle de la GRH, ou bien l'approche traditionnelle de la GRH, nous avons principalement un service qui est l'administration du personnel. Donc, la gestion du personnel, elle est réduite à l'administration de personnel. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un service d'administration de personnel? Alors, toutes les activités, par exemple, d'embauche, la gestion de la paie, l'application du droit du travail, mais surtout des opérations principalement techniques. Et au niveau de l'optique de la GRH, il y a toujours l'administration du personnel, parce qu'on ne peut pas s'en passer de ces opérations de recrutement, par exemple, d'organisation du travail, etc., etc. Mais il y a aussi, à côté de l'administration du personnel, il y a la définition et l'application d'une politique sociale. Donc, il n'y a pas que le côté technique, le côté coût des salaires, mais il y a aussi le côté social qui va être pris en considération. Il y a aussi une politique de relations sociales. Ça veut dire on va s'occuper un peu de la qualité des hommes, de la qualité des relations entre les hommes, pour éviter éventuellement des risques ou bien des malentendus entre les membres de l'organisation. Mais il y a aussi une politique d'intégration et de motivation. Parce que avec l'approche classique, on n'a pas ce souci de motivation ni d'intégration. On a vu ça avec l'école classique, où l'homme-machine, l'ouvrier, il avait juste un ensemble de tâches et de gestes à réaliser. Donc, il n'y a pas lieu de nouer des relations avec les autres membres de l'organisation. Ici, donc, il y a la politique d'intégration. Un ouvrier, par exemple, il doit être intégré au système, il doit être accueilli, il doit être reconnu, il doit bien sûr connaître un peu toutes les politiques de l'entreprise et de motivation, ça veut dire que il faut penser à la motivation, bien sûr, des ouvriers. Donc, c'est ce qu'on a vu principalement avec les recommandations de l'école des relations humaines. Il y a aussi des thématiques nouvelles comme la communication et la négociation. Pour les connaissances nécessaires, bien sûr, pour occuper, bien sûr, ce poste, alors, l'administration de personnel, c'est surtout des aspects juridiques, hein, par exemple relatifs au droit du travail, et des aspects administratifs. Pour la GRH, toujours le côté juridique et le côté administratif, il est là, mais on ajoute d'autres dimensions qu'il faut maîtriser, le côté psychologique, pour connaître un peu les déterminants psychologiques du comportement des ouvriers et des ouvrières, le côté psychosociologique, ça veut dire comprendre l'individu par rapport à son contexte, par exemple culturel, mais aussi économique pour définir en fait la stratégie bien sûr à suivre selon bien sûr la classe sociale, par exemple de l'ouvrier, par rapport par exemple au niveau de salaire, par rapport à ses aspirations, etc., etc. Alors, pour l'horizon des problèmes étudiés, bien sûr, l'optique de la gestion du personnel, c'est principalement des décisions de courte période. Alors que l'optique de la GRH, il y a en fait des actions en courte période, comme par exemple l'administration de personnel, mais il y a aussi des actions en moyenne. On peut même parler de la longue période. Par exemple, pour le moyen terme, on a déjà parlé de la gestion prévisionnelle des emplois,
mais aussi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les plans de formation, les plans de carrière ou bien les stratégies de carrière. Et généralement, ça, c'est le long terme. Pour le responsable, celui qui occupe, bien sûr, la fonction ressources humaines, bien sûr, on va voir par la suite qu'au niveau de la fonction GRH, il y a plusieurs niveaux. Il y a par exemple le directeur des ressources humaines, il y a par exemple le responsable des relations humaines, il y a peut-être le responsable du personnel et il y a l'administrateur de personnel. Et après, on trouve les services. Donc, c'est des grades, c'est toute une hiérarchie et il dépend même, cette structure, de la nature de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une PME? Est-ce qu'il s'agit d'une grande entreprise? Et généralement, le responsable de la fonction, jadis, il était principalement un militaire parce que c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, surtout au niveau des entreprises américaines, les militaires qui ont occupé des postes au niveau des organisations, mais surtout juristes. Et donc aujourd'hui, bon, on peut dire qu'il y a beaucoup de juristes aujourd'hui qui occupent ce poste, ou bien ils sont intégrés à l'une des fonctions, par exemple, bien sûr comme le conseil juridique, comme par exemple, ils sont là pour devenir des conseillers en matière de droit, et donc c'est une fonction qui est indispensable pour les organisations. Et récemment, donc on voit qu'il y a un changement. Et on trouve surtout des diplômés de l'enseignement supérieur, des ingénieurs, mais toujours la possibilité, bien sûr, elle est offerte pour, bien sûr, des diplômés de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, et plus particulièrement dans le droit du travail. Pour les préoccupations prioritaires, alors bien sûr, l'administration de personnel, c'est surtout le respect de la législation. Ça veut dire qu'il faut respecter le droit. Un exemple, par exemple, le nombre d'heures de travail par semaine, par jour, l'ordre, c'est-à-dire l'ordre, par exemple, matériel, l'ordre social, etc. La sécurité, qui est l'une des préoccupations centrales de toutes les organisations, mais aussi la discipline au niveau de l'entreprise, parce que la discipline, il favorise en fait le fonctionnement normal de l'organisation, et tout cela il passe par la mise en place d'un certain nombre de procédures qu'il faut appliquer à la lettre. Des procédures par exemple de licenciement, les procédures de recrutement, les procédures par exemple de mise à pied, etc., etc. Pour l'optique de la GRH, bien sûr, il y a l'intégration de la stratégie sociale à la politique générale de l'entreprise. Alors, par politique générale de l'entreprise, j'entends par exemple la stratégie d'entreprise. Donc, la préoccupation, donc cette stratégie sociale, penser à l'individu, au monde de l'organisation, ça va être une préoccupation à un niveau plus élevé. Au niveau, par exemple, du sommet stratégique ou bien au niveau du top management. Donc, il s'agit du développement humain et social de l'organisation à travers, par exemple, la formation, le recyclage, etc., etc. Associer les individus, les ouvriers au projet de l'entreprise et à sa culture, c'est ce qu'on a, il faut faire adhérer, c'est ce qu'on a présenté la fois dernière, c'est la mobilisation bien sûr des énergies autour du projet d'entreprise pour que tout le monde partage les mêmes valeurs, partage les mêmes bien sûr principes, les mêmes orientations stratégiques de ce projet d'entreprise. Et développer ce qu'on appelle le empowerment. Alors, empowerment, c'est un mot anglophone, mais qui a pris sa place dans le langage français. Alors, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie en fait trois termes. Il signifie tout d'abord l'autonomisation des individus. Il signifie la liberté des individus. Et il signifie aussi la responsabilisation des individus. Donc, trois termes, ce que vraiment j'ai essayé de chercher parce que les définitions ne sont pas les mêmes selon les auteurs, et donc du coup il n'y a pas un mot équivalent en français qui signifie. Mais les interprétations selon ce que j'ai essayé de voir un peu en anglais, il signifie tout simplement un ouvrier qui est libre, qui est responsable et qui est autonome et qui peut prendre l'initiative
pour, par exemple, agir et pour réaliser. Et l'empowerment ne peut, bien sûr, se réaliser qu'à une seule condition. Quelle est cette condition? Il faut qu'il y ait un style de management participatif au niveau de l'entreprise. Parce que si le style est autoritaire, ou bien autocrate, ou bien coercitif, c'est très difficile de parler de l'empowerment. L'empowerment, il est là dans une entreprise où tous les ouvriers sont libres, où il y a, disons, toujours cette possibilité de participation, il y a toujours une possibilité de créer, de changer les choses, et non pas seulement de respecter la stricte hiérarchie. Bien sûr, il y a l'élaboration de projets. Alors, l'entreprise est un projet, et aussi l'entreprise est un ensemble de projets. Les projets ne sont pas tout simplement des projets industriels ou bien des projets, par exemple, commerciaux. Non, non. Les projets peuvent être des projets qui sont relatifs, par exemple, aux facteurs humains. Par exemple, créer une dynamique, des groupes de travail qui sont autonomes, par exemple, renforcer la solidarité, par exemple, faire des coachings pour diminuer le stress professionnel. Donc, c'est des projets qui peuvent revenir sur l'entreprise avec des éléments qui sont positifs. Pour le titulaire de la fonction, généralement, on utilisait l'expression chef de personnel. Des fois, c'est l'administrateur de personnel. Pour l'optique de la GRH, comme je l'ai déjà dit, il y a le directeur des ressources humaines, il y a le directeur des relations sociales, il y a le directeur du développement humain. Et des fois, on peut trouver des niveaux, par exemple, de responsabilité qui sont un peu approfondis, comme par exemple le responsable, par exemple, de la formation, le responsable, par exemple, de la qualité. Je sais pas, ça dépend bien sûr ça dépend de la structure, organisation de l'entreprise, et ça dépend des moyens, et ça dépend du contexte environnemental de l'entreprise. Alors maintenant, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. J'ai une idée, c'est que cette évolution, en fait, si vous voulez dire, des pratiques de la GRH, si on imagine une représentation graphique avec deux axes, et avec un axe des abscisses, on a le niveau d'incertitude qui touche tous les aspects, et il y a le niveau performance. Alors on peut imaginer que la GRH il est passé par trois types de management. Il y a le management par les qualifications, ensuite on passe par le management par les compétences, et ensuite on va passer par le management par les talents. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le contenu, bien sûr, de la GRH, il a évolué récemment de cette manière. Donc aujourd'hui, on ne parle plus même peut-être du management de compétences, mais on parle du management des talents. Donc il y a eu une révolution au niveau de la fonction GRH à partir de la fin des années 90 du XXe siècle. Et aujourd'hui, je crois que le management des talents ne cesse de prendre l'ampleur par rapport même au management des compétences qu'on va étudier au niveau du chapitre numéro 3. Donc par rapport au contenu, alors le contenu actuel des politiques de la GRH est varié. Alors ces politiques s'appliquent dans trois domaines dans lesquels elles doivent concilier quatre dimensions. Donc nous allons présenter en fait trois domaines, et ces trois domaines, bien sûr, ils doivent pouvoir concilier quatre principales dimensions. Alors, voyons. Alors, dans cette figure, comme vous voyez, donc il y a les domaines de la GRH, les principaux domaines de la GRH. Et en bas, vous avez les dimensions qu'il faut bien articuler, qu'il faut bien concilier pour pouvoir assurer l'efficacité globale de la fonction GRH. Alors les trois domaines sont les suivants. On a la gestion du personnel, donc ça c'était la première étape d'évolution de la fonction GRH. Il y a les relations sociales, c'est en fait la phase en fait qui coïncide plus particulièrement avec le développement de ce qu'on appelle la GRH, et l'intégration du personnel, c'est principalement la dernière phase qui en fait présente un peu le développement humain, ou bien l'intégration du facteur humain au niveau de la stratégie d'entreprise.
Donc pour la gestion du personnel, comme répétition, nous avons des tâches relatives à l'embauche, la rémunération, la sécurité, l'organisation du travail, les conditions du travail. Pour les relations sociales, il y a lieu de parler que avec le développement, bien sûr, des organisations et surtout les lois au niveau du code du travail. Si, par exemple, l'effectif de l'entreprise dépasse un certain seuil, alors il y a une obligation légale de constituer des comités d'entreprise. Il y a les délégués du personnel, il y a le syndicat, il y a les conventions collectives, il y a des communications. C'est toute un dynamisme, je m'excuse, pour aller dans le sens de l'amélioration des relations sociales, bien sûr, au niveau de l'entreprise. Le troisième domaine, c'est l'intégration du personnel. Alors, comment on peut intégrer le personnel? Comme j'ai déjà dit, intégrer le personnel par la formation. C'est la formation qui va permettre à ce personnel, bien sûr, de participer à des projets, de réaliser les tâches et les opérations avec efficacité, avec succès, avec compétence. Il y a la gestion des carrières, ça veut dire penser à l'ouvrier, penser à son évolution au niveau de la hiérarchie, l'inciter bien sûr à s'auto-dépasser pour améliorer son statut, pour ne pas répéter, comme on l'a déjà dit avec l'école classique, toujours une même tâche et qui va peut-être déboucher sur l'absentéisme, sur la monotonie au niveau du travail. L'intéressement, par exemple, c'est principalement l'intéressement, par exemple, au résultat de l'entreprise. Transformer les ouvriers, par exemple, en des actionnaires. Et comme ça, au lieu de dire « je travaille chez », il va dire « je travaille chez moi ». Et au lieu de dire « je travaille dans l'entreprise X », il va dire « je travaille dans mon entreprise ». Il y a aussi, l'idéal, c'est la participation. Ici, la participation veut dire tout simplement la participation au niveau de la prise de décision. Alors, est-ce que tout le monde a la possibilité de participer? Bien sûr que non. Mais c'est à travers ces comités d'entreprise, à travers les délégués, à travers, par exemple, le comité de surveillance, le comité, par exemple, des comités, par exemple, de contrôle. Il y a un ensemble de comités selon, bien sûr, la taille, selon la nature juridique de l'entreprise, mais l'essentiel, c'est à travers ces comités qu'ils vont être représentés et qu'ils vont pouvoir participer. Et donc, ici, il y a, je sais pas, on peut par exemple aller vers les styles, par exemple, de management ou bien ce qu'on appelle les styles, ce qu'on appelle la DPE, la direction participative par objectif, où vraiment les ouvriers participent à travers ces comités, ou bien la DPO, par exemple, la direction par objectif, ou bien, bien sûr, l'autocontrôle, ou bien la cogestion. Donc, il y a des formes, bien sûr, qui reflètent, bien sûr, deux choses. Ils reflètent les possibilités, par exemple, d'exercice du pouvoir, mais aussi le degré d'implication des ouvriers dans la prise de décision au niveau de l'entreprise. Pour les dimensions à concilier, je crois que réussir, bien sûr, personne ne nie que la gestion du personnel est importante. Mais pourquoi on critique l'approche classique. L'approche, ça veut dire la GRH, il se réduit, il est confiné à l'administration de personnel. Mais la gestion du personnel, c'est une composante principale de la fonction GRH qu'il faut optimiser. Et donc, du coup, par exemple, l'optimisation des coûts de salaire, ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est une bonne chose. Mais seulement, il fallait chercher l'équilibre par rapport à d'autres paramètres. Donc, ces quatre dimensions qu'il faut considérer. Donc, on peut faire tout ça, on peut chercher la formation, on peut adopter des stratégies de carrière, l'intéressement, la rémunération et tout ça, mais en respectant ces quatre dimensions. Un, le côté économique. Par exemple, si vous voulez faire des embauches, alors il faut poser la question du coût d'embauche ou bien le coût de recrutement. Parce que c'est une question économique. Est-ce qu'il faut par exemple faire un recrutement externe ou bien interne? Lequel de ces deux types de recrutement qui va être bon pour l'entreprise sur le plan compétence ou bien sur le plan, par exemple, coût. Donc, du point de vue économique, on cherche à réduire le coût du travail.
Et donc, je crois que ça fait partie de l'optimisation de l'utilisation des ressources. Élever la productivité, donc on cherche au niveau de l'organisation d'améliorer la productivité du travail. Comment améliorer la productivité du travail, par exemple, en améliorant les conditions de travail, en améliorant la qualité des relations sociales, en instaurant des systèmes de contrôle, par exemple le contrôle de gestion, etc., etc. Parce que plus la productivité augmente, plus le coût il diminue, plus les marges bénéficiaires de l'entreprise ils peuvent augmenter. Accroître la flexibilité. On a déjà parlé de la flexibilité des effectifs, la flexibilité de la rémunération, la flexibilité des horaires et des heures travaillées, etc., etc. Deuxième dimension, elle est psychosociale. Alors, ça veut dire quoi psychosocial? Ça veut dire elle est relative aux personnes, ça veut dire à la psychologie, à l'équilibre psychique de chaque ouvrier. Chaque ouvrier, il doit se sentir bien. Chaque ouvrier ne doit pas être atteint par des problèmes psychologiques qui l'empêchent à s'adapter par rapport au changement, comme par exemple des complexes comme les névroses, comme par exemple certains stéréotypes, comme par exemple certains complexes comme le complexe d'infériorité, etc., etc. Mais aussi, il y a le souci des groupes de travail. Ça veut dire il faut respecter la volonté des groupes de travail. Chaque groupe de travail, comment on doit le former, quelle est l'identité culturelle du groupe de travail, quelles sont les normes, quels sont les codes, quels sont les rituels qu'il faut respecter. Mais aussi, il y a la communauté sociale. C'est-à-dire il n'y a pas que le groupe. Ce groupe, il appartient à une communauté beaucoup plus importante. Et dans quelle mesure, bien sûr, les normes, les codes et les principes de fonctionnement de ce groupe, ils respectent un peu la volonté, bien sûr, sociale et sociétale, et dans quelle mesure les valeurs recherchées et les objectifs recherchés sont en compatibilité avec ce que recherchent les parties prenantes externes. Donc, il y a un côté économique qui est important, qu'il ne faut pas négliger, mais aussi les individus ne sont pas des mécaniques, ne sont pas des machines. Il faut passer donc d'une logique mécanique à une logique sentimentale, prendre en considération les sensibilités des personnes. Troisième dimension, elle est relative à ce qui est institutionnel. Institutionnel, ça veut dire que il faut pour développer cette logique disons, d'excellence, cette logique de performance à travers la fonction GRH. Il faut respecter les représentations. C'est ce qu'on a dit, donc, tous les représentants, quelle que soit leur nature, des ouvriers, il faut les écouter, il faut les respecter, il faut travailler avec, il faut développer le projet en parallèle. Et il y a aussi, donc, les représentations, donc ce que j'ai dit, elles sont généralement collectives du personnel. Les comités, les syndicats, il ne faut pas voir en le syndicat un ennemi, mais en même temps, au contraire, il faut voir dans ces comités des partenaires avec qui il faut développer le projet d'entreprise. Alors, pour terminer, le côté juridique, bien sûr, il faut respecter le contrat du travail. Ça, c'est un élément qui est très, très important. Le respect du contrat de travail, il va éviter à l'entreprise beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Il y a le règlement intérieur de l'entreprise qu'il faut respecter pour instaurer la discipline, l'ordre. Il faut respecter, s'il y a des conventions collectives, il faut les respecter à la lettre pour avoir, bien sûr, plus d'efficacité. Et, bien sûr, il faut respecter le code du travail. Voilà, cette séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous la nouvelle séquence, Inch'Allah. Merci pour votre attention.